Là je peux le dire. Cet épisode 2, il achève d'établir une vérité universelle, qui est que j'ai toujours raison. Non, plus sérieusement, cet épisode 2, il achève de renforcer mes arguments sur les faiblesses de l'épisode 1 de la saison 3. Si vous enlevez la scène la plus satisfaisante de ce début de saison, avec Caraxès qui boit, l'épisode, il est plus en pente descendante qu'en dents de scie. Là quand même, on va vers du simili de saison 8 de Game of Thrones. Là, on va tête la première dans le mur de la bêtise. Les groupies de la série, je vous vois en commentaire. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas à être d'accord avec moi, les prochains épisodes achèveront de vous ouvrir les yeux sur ce qu'est devenu House of the Dragon. Et s'il n'y arrive pas, eh bien écoutez, on peut pas faire grand chose pour vous. L'épisode débute sur une belle séquence, tant du point de vue de l'image que du son, avec un très beau plan contre-plongée, sans mauvais jeu de mots, un peu sombre, sur le corps de Jack qui flotte à la dérive, illuminé par intermittence par le souffle de feu des dragons. Ça nous laisse bien deviner la furie vengeresse des dragons du camp de Rhaenyra, sans nous faire perdre de vue la principale tonalité qui est donnée à ce début d'épisode, qui est la tragédie de la mort d'un personnage attachant. Jack était attachant pour la même raison qui a rendu Jon Snow agréable. Malgré son jeu d'acteur discutable, soit le fait d'être destiné à être méprisé pour quelque chose sur laquelle il n'avait aucun contrôle, sa naissance. Mais le deuxième aspect qui nous le rend si agréable, c'est aussi que autant Jon que Jack ont toujours bataillé pour repousser cette malédiction avec laquelle ils sont nés. Et malheureusement pour Jack, l'a repoussé au prix de sa vie, dans sa longue quête de respect. Ça, je pense qu'on est tous un peu capables de comprendre, d'être en empathie par rapport à cette démarche. Tous dans nos vies, on a eu des moments comme ça où on avait besoin, d'acquérir un respect que les autres ne nous donnaient pas. Le problème ici, c'est que de voir Rhaenyra, le fil de Morvenay, et en surjeu complet, ça m'a un peu fait sortir de la tristesse liée à la mort du personnage de Jack. Pour ne rien arranger, elle engueule son cadavre comme une poissonnière. Ok, j'ai bien compris que les producteurs de la série, en la faisant aussi hystérique, ils veulent nous montrer qu'elle est folle de douleur à ce moment, mais ils pouvaient très bien lui demander de le jouer autrement, de façon moins pathétique et intenable à regarder. Surtout pour une soi-disant reine qui se prétend l'âme d'un roi. Pardonnez-moi, mais Louis XIV, il a perdu 6 enfants. Mais attention, ça c'est uniquement dans son union avec Marie-Thérèse d'Autriche. Si vous faites le compte de tous ses enfants illégitimes, il en a perdu bien plus. Ça l'a pas empêché d'avoir le plus long règne de l'histoire des rois de France. Et même peut-être, si je me souviens bien, qu'il est dans le top 3 mondial des règnes les plus longs. Et attention, pas un règne où il s'est avachi et il n'a rien accompli, non, un long et glorieux règne. Bref, tout ça pour dire que Rhaenyra, elle parle beaucoup, mais dans les faits, elle nous montre le contraire de ce qu'elle prétend être. Si elle voulait être digne du trône, il fallait être davantage une reine qu'une mère en public, afin de conserver le respect de ses sujets. Elle aurait dû attendre de se retrouver seule pour pleurer la mort de Jack. En tout cas, elle aurait dû attendre d'être en privé pour se lâcher à ce point. D'autant que tout ce que je viens de dire, c'est encore aggravé par le fait qu'à la base, Rhaenyra avait exactement la même idée que Jack. Ce qui, comme j'ai pu le dire dans ma précédente critique, ça pose la question sur son intelligence réelle, sur sa capacité à régner. En soi, c'est elle qui a donné une mauvaise idée à son fils. Idée qui l'a mené à la mort, parce qu'en soi, Rhaenyra s'apprêtait à faire exactement la même chose que lui. En gros, elle lui reproche quelque chose qu'elle a initié. Enfin bref, moi je vous jure, cet épisode, il m'a désolé. Il a vraiment été placé sous le signe de la lobotomie. On a comme ça la seigneur du Val qui nous fait un parfait exemple de la différence entre témérité et courage. Le courage, c'est de se porter au devant du danger
pour sauver des innocents ou défendre une cause noble. Alors que la témérité, c'est d'aller au-devant d'un dragon qui a cramé hommes et bateaux sans distinction de camp, qui est clairement incontrôlable, mais le tout sans s'assurer que la gamine qui le chevauche exerce le moindre contrôle réel sur ce dragon. Si vous voulez, elle n'avait aucune raison de supposer que la gamine allait être capable de stopper le dragon si le dragon se disait tiens, elle me ferait une bonne chips, allez. Bon, dans les points positifs, on a le charisme de Matt Smith, de Damon, qui m'a réveillé comme ça, un semblant de frémissement devant l'épisode, après toutes ces fautes de goût. Mais bon, en arrière-plan, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais pourquoi en fait, ce militaire de génie, qui est clairement aimé de ses troupes, se comporte comme ça, comme le petit toutou de sa femme? Le pire, c'est que moi, je suis désolé, mais c'est les militaires qui l'entourent eux-mêmes, qui en fait, au bout d'un moment, lui diraient bon, elle est gentille ta femme, hein, mais tu veux pas la remplacer, voilà, un peu virilement, quoi, lui dire bon, hein, ma grande, maintenant c'est moi qui vais diriger un peu tout ça parce que tu fais un peu n'importe quoi et puis t'as pas beaucoup de légitimité, quoi. Non seulement t'as pas réellement reçu la couronne, mais en plus tu n'avais jamais vraiment participé à une victoire, quelle qu'elle soit, de notre camp, donc on sait tous qui serait soutenu par l'armée, voire, comme je le disais, incité à renverser Rhaenyra. Mais bon, ça c'est si la série était plus cohérente d'un point de vue psychologique. Après, on peut pas lui demander d'être au niveau des Sopranos. C'est clairement pas le même genre de niveau, hein, pour cette 3e saison. Ah, et puis voilà, Corlys est vivant parce que... écoutez, les armures, c'est bien connu que c'est aussi efficace pour te remonter à la surface qu'une bouée. C'est de notoriété publique, qui ne sait pas ça. Mais bon, comme pour Daemon, les points de charisme très élevés du personnage nous font un peu oublier toutes les incohérences. Oh, j'avoue, j'ai failli lâcher ma petite larme lors de la reconnaissance de ses fils par Corlys. Oui, je reste humain malgré ce que certains peuvent s'imaginer. En passant, là par contre ça fait mouche au niveau psychologique. Si vous prenez le parcours de vie respectif des personnages, ok, c'est un peu facile, ok, on est un peu dans du mélodrame, ça manque un brin de subtilité, mais ça touche juste toutefois au rage, au désespoir, aux pitreries ennemies. On retrouve Dumb and Dumber, je veux dire Larys et Aegon, qui échangent des phrases creuses et sans poids vu leur situation, le tout servant seulement à leur donner un côté victime de tout, incapable de se défendre de quoi que ce soit. C'est pas hyper plaisant, quoi. Je veux dire, les deux ne servent pas à grand chose. Ah, par contre, j'aimerais ne plus avoir à subir des zigounettes à tout bout de champ. Je sais bien que George Martin, il adore ça, mais j'adore le Schweppes tonic, j'en verse pas pour autant dans le verre de tout le monde sans demander avant. Épargnez-nous ce spectacle. Je sais pas trop ce qu'ils ont pu se dire en faisant le storyboard de cette scène. Si vous voulez, à part nous montrer des chibres pour dire de nous montrer des chibres, ça n'achève pas de but. Ça serait c'est choquant, non? Ou alors c'est pour nous montrer qu'Alicent, elle a la cuisse légère, elle aime se rincer l'œil gratis. Décidément, elle a un gros faible pour les soldats. Mais alors, l'acmé de la bêtise, c'est cette même dinde de reine des vers qui se dit « Tiens, je fais n'importe quoi. Et si j'en rajoutais une couche en me mettant en danger inutilement ?» Par exemple, en commençant à parler de trahison au lieu de me contenter de ne rien dire. Comme ça, pour le plaisir de vivre dangereusement, la vie elle manque de piquant, j'ai pas assez de problèmes comme ça, il y a une horde de dragons et de gens qui veulent m'étriper, mais si vous voulez, c'est pas assez, j'ai pas assez d'emmerde quoi dans la vie. On poursuit cette vague de QI à 2 chiffres avec Daemon qui parle calmement à Mysaria, comme si elle n'avait pas gravement trahi, et vice versa, dans les saisons précédentes.
Si vous voulez, depuis quand Daemon n'est pas rancunier? Il a pris des champis, je sais pas, hein, il faut m'expliquer, je vois pas quelle raison il a de ne pas arriver, de lui dire bonjour, puis de lui dire adieu à grands coups d'épée dans le front. Jusque-là, on nous a montré que ce qui compte le plus pour Daemon, c'est surtout les victoires politiques. Et là, il se retrouve en face d'une traîtresse professionnelle qui a en grande partie été la cause de défaites justement dans son positionnement politique. Ah mais oui, elle fait le ciseau avec la reine, donc y a pouce, ça ne compte plus, vu que maintenant il est le petit laquais de Rhaenyra. Mais attendez, ce n'est pas fini, on a d'autres truites mal oxygénées dans la série. Celui qui remporte le pompon, c'est quand même Jasper. Alors lui, il a tout ce qu'il faut pour se retrouver sur le toit du monde, du côté des Verts, avec Alicent qui lui sert sur un plateau l'idée qu'il y a une trahison, et il se dit bah tiens, et si je foutais tout par terre en tentant de veiller la reine parce que les hommes sont des porcs, vous voyez, ils réfléchissent avec leur kiki. Une grande maxime sortie de la bouche de philosophes, bien estampillés, bien subventionnés, qui sont plus des perroquets que des grands penseurs. Enfin bon, au lieu donc d'utiliser ce levier pour la faire chanter, il bousille tout parce que il a le dard qui se dresse. Parce que les hommes sont des porcs, vous voyez. Bonjour la subtilité, quoi. Bon, d'autant que il me semble que c'est pas un secret qu'Aemond il aime un peu trop les jupons de sa mère. Tout le monde se doute qu'il y a un peu quelque chose de pas très net, de pas très normal dans leur relation. Et donc, j'espère comme Larys avant lui, lorsqu'il a été arrêté, au lieu de je sais pas, par exemple, de dire ah, j'ai été con, j'ai mal interprété les signaux. Oui, je sais, hein, si vous voulez, c'est pas une excuse incroyable, mais si vous voulez, au stade où il en est, il n'y a pas grand-chose qui peut le sauver. C'est pas des mots qui vont l'aider. Mais non, mais lui, il en rajoute. Il le dit ah oui, c'est une traîtresse. Et ça va, hein. Tout le monde a capté ce que tu tentais de faire. Comme si quelqu'un allait donner du crédit aux accusations proférées par un V. Enfin, écoutez, ceux qui ne voient pas un tantinet de messages féministes intersectionnels derrière tout ça, ils ont quand même les yeux bien fermés, excusez-moi, mais ça fait un peu, bon, les hommes sont des singes qui obéissent à leurs pulsions, machin. Surtout que, si vous voulez, le truc c'est que Jasper, il aurait suffi qu'il fasse chanter la reine, voire même qu'il révèle la trahison d'Alicent, et là, lorsqu'elle est au fond du gouffre, lorsqu'elle est dans une geôle, que tout le monde lui pisse dessus, eh bien là, il pouvait laver. Ok, je sais, c'est diabolique, mais excusez-moi, le mec, c'est pas un ange. S'il était intelligent dans sa malfaisance, ça aurait dû lui traverser l'esprit. Malheureusement, le festival de Facepalm continue dans cet épisode avec Rhaenyra qui nous dit que, allez, elle va exposer ses dragons aux balistes de Port-Royal. Elle va prendre la capitale comme ça, sans force d'occupation militaire, sans armée, juste avec ses dragons. Que quelqu'un m'explique d'où elle peut bien tirer cet optimisme. Optimisme, vous avez tous compris hein, ce que je veux dire. Hein. Vous comprenez que c'est un euphémisme pour dire qu'elle a un peu perdu le sens des réalités. Mais si vous voulez, là où quand même, là on sent la bêtise hein, de ceux qui ont fait cette série, c'est que quelques scènes après, ils nous prouvent à quel point c'est une idée de merde. Puisque Daemon et Rhaenyra sont bien obligés de rentrer dans le château sur leur dragon, donc de s'exposer, où évidemment ils se font attaquer, mais heureusement pour eux, ils ont le totem d'immunité contre les personnages inconnus au bataillon, qui n'ont pas d'importance dans l'histoire. Ils ne peuvent pas se faire tuer par ce genre de personnages de seconde zone. Après, si vous voulez, il aurait suffi de quelques arbalétriers. Ok, Daemon est balèze à l'épée, d'accord. Enfin, il suffisait d'une bonne arbalète, et on n'en parlait plus, quels que soient ses talents d'escrimeur. Pareil, c'est assez intolérable de bêtises de la part de Rhaenyra, de sans cesse piétiner l'amour-propre de Daemon, alors que ce dernier lui mâche tout. On dirait un parent qui donne à manger à son nourrisson,
qui lui donne le biberon comme ça. Un peu plus et il lui tient la main pour tout faire. Il va quand même jusqu'à devenir coach en décapitation, en impro total. Là où c'est quand même difficile à avaler, c'est qu'en plus dans les saisons précédentes, et même presque un peu en début de premier épisode, la série nous fait clairement comprendre que Rhaenyra, elle se méfie toujours de la soif de pouvoir de Daemon. Elle se dit, bon, il semble m'aider, mais je sais qu'il a des envies, quoi. Mais non, dans cet épisode, elle lui fait confiance pour tout, parce qu'elle se dit, je lui ai coupé les glaouis, je les porte en collier, il les retrouvera jamais. Que quelqu'un appelle SOS homme battu pour Daemon. Le gars fait tout pour elle. Il pourrait facilement se débarrasser d'elle et régner à sa place, mais il préfère être un énorme serviteur. Bon, je sais, je fatigue avec la répétition, mais on a Aemond qui, en prenant Harrenhal, massacre sans bonne raison le seigneur des lieux, parce que tout le monde sait que c'est vraiment la meilleure façon pour occuper un territoire que de massacrer arbitrairement tous les anciens propriétaires. Tu m'étonnes après que Otto, mon confrère dans le cynisme, qui revient enfin dans la série, il a compris qu'il est entouré de singes. Soit dit en passant, bizarrement personne ne semble réellement choqué d'apprendre qu'Otto, l'ancienne main du roi, a été gardé comme ça dans les cachots de Port-Royal, sans que quiconque n'en soit informé. Sauf, ah oui, non, j'oubliais, sauf le geôlier random, qui devrait rien savoir, qui devrait être au courant de rien, parce que c'est un paillot, et qu'on devrait pouvoir lui couper la tête quand on veut, mais lui il sait ce que tant de seigneurs tout-puissants ne savent pas. Bon, au début j'ai failli faire une crise en voyant la piteuse allure d'Otto, mais elle est 1000 fois sauvée par l'incroyable jeu d'acteur de Rhys Ifan, toujours aussi superbe dans son rôle de grand sage dépité, de se retrouver dans un zoo, de se retrouver avec des petits enfants complètement ineptes et qui mènent le royaume à sa perte. À mes yeux, même décapité, il l'emporte sur les autres personnages de la série. Il a perdu sa tête, mais contrairement à Rhaenyra, lui a conservé toute sa dignité. Franchement, qui pourrait accepter d'être dirigé par une chouineuse, mais qui offre ce spectacle pathétique de sa morve qui coule la dégueulasse comme ça, alors qu'en fait elle est en train d'accomplir une vengeance bien ancienne et bien compréhensible contre son ennemi. C'est comme ça en fait qu'elle manifeste sa colère, elle manifeste sa puissance. C'est en offrant ce spectacle pathétique, enfin bon, le spectacle désolant de Rhaenyra qui a perdu toute son étanchéité, il est légèrement rattrapé par l'échange de regards avec Alicent qui en dit long sur le futur bien sombre de leur amitié, sans avoir besoin de nous le formuler comme texto dans un dialogue. Oui, je sais, c'est très logique, ma phrase a beaucoup de sens. Et donc, voilà, on termine avec Rhaenyra qui a trahi sa parole, a décapité Otto. Bon, vous vous doutez qu'Aemond risque d'être un tantinet contrarié de l'accord passé entre les deux bonnes femmes, mais aussi de la mort de son grand-père, même si bon, ce sera pas par lien affectif, mais pour le décorum, pour la forme, quoi, Enfin donc, je vais pas vous saouler plus que ça, mais moi, c'est vrai que je commence un peu à décrocher là, de la série. Je me dis, bon, ils ont dû rappeler les mêmes scénaristes que pour la saison 8 de Game of Thrones. On sent qu'on a affaire à ceux qui font des trous dans les murs dans la classe, quoi. On sent que les gars, ils ont une inspiration, mais c'est pas la bonne, quoi. Ils sont inspirés par le fil de bave qui coule le long de leur bouche béante devant le premier problème un tant soit peu intellectuel qui se présente à eux. Et écoutez, c'est pas de gaieté de cœur, moi que je tape sur la série, mais j'aime davantage l'art que je n'aime House of the Dragon. Je peux pas laisser passer les fautes de goût et les bêtises que je peux voir à l'écran là. C'est plus possible. À un moment, le privilège de la nostalgie, il faut savoir le résilier. Vous pouvez pas rester aveugle sur quelque chose éternellement. Ou en tout cas, si vous faites ça dans votre vie elle sera un peu chiante à subir.
Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.